encore merci de votre fidélité à Hashtag Couvre-feu. Voici le sommaire. Ce chiffre pour commencer, 116 145 travailleurs du privé détiennent un WAP. C'est quasiment le quart du working force du secteur privé. Les syndicats dénoncent ce qu'ils qualifient de tendance dangereuse au profit du patronat. On oblige des employés des services non essentiels du privé à travailler, note Ashok-Soubron. Les autorités nous cachent-elles l'identité du patient zéro de cette deuxième vague? Le docteur Gadjador se pose la question après certains propos de sa consoeur, la doctoresse Go. Les contaminations quotidiennes sont en baisse, le virus semble moins virulent et avec la vaccination en cours, peut-on déjà songer à un déconfinement? Réponse dans un instant. Des avocats songent à contester le formulaire de consentement pour avoir droit au vaccin. Ils pourraient s'appuyer sur les sections 11, 12 et 18 du Code civil. On commence donc avec ces chiffres obtenus aujourd'hui. 116 145 travailleurs du privé sont détenteurs d'un Work Access Permit, ce qui leur permet ou les oblige de travailler malgré le confinement et les restrictions sanitaires. Cela représente environ 25%, un employé sur 4, un chiffre conséquent face aux risques sanitaires, déplore Ashok-Soubron. Le militant syndical dit observer aussi que des employés des secteurs non essentiels sont en train de travailler hors de chez eux. Premier d'abord, le gouvernement n'a pas aucune leçon depuis la gestion de Covid et de délivrer le Work Access Permit comme activité. Et ça voilà encore de trouver à nouveau la loi 41 Act sous lesquelles le gouvernement pas assume ses responsabilités. Il n'est pas définir exactement qui était un service essentiel. Alors là, nous pouvons trouver un abus. Nous pouvons trouver que le commissaire peut délivrer Work Access Permit sans qu'était si vraiment ça travail là essentiel. Alors, nous n'avons pas de ce côté gouvernement, les petits qui vont la case pour la population, et de l'autre côté, il y a assez de vigilance depuis le commissaire de police et qu'il y a abus depuis l'employeur. Nous avons un cas où il y a un call center qui dit que nous travail. Et nous avons un cas où c'était une compagnie qui dit que des douanes m'ont dit des leaks dans le secteur Freeport. Nous avons un cas où il y a un travailleur qui travaille dans le moulin, vient travailler. Et nous trouvons qu'il y a un cas, par exemple, dans certains secteurs, que si on a obligé de travail. Alors, je crois qu'il y a une affaire très, très grave qui peut dérouler. Et deuxièmement, nous pouvons lier le WAP, cette fois-là, lié avec vaccination. Et là, nous pouvons trouver un cafouillage dangereux, c'est-à-dire de mettre la vaccination sous le paramètre du travail, et là, nous connaissons qu'il y a un rapport de force, c'est-à-dire l'employé qui est une position pouvoir, alors il y a une fausse bande qui n'a pas envie vacciner. Okay? Alors, je crois qu'il y a un commissaire... Mais vous sentiez à chaque souvent que certains employeurs essayent, obligent ce bande à le vacciner? Je n'ai pas ce feeling-là, moi, jusqu'à l'heure. Ah non, nous avons des trois bandes qui me téléphonent, qui peuvent dire, alors, il y a pas de transmettre comment bien ban travailler, mais nous gagnons des trois banques dans le système online qui nous met tout. Ok. Un mot à Ashok-Soubron sur la présence de 2 membres du secteur privé hier à la conférence de presse du National Communication Committee on Covid. Mais c'est exactement ce qui me déroule. C'est totalement grave pour faire un secteur privé pour une cause qui dépend de rien, en fait. Et déjà, moi, par même EDB, comme un nouveau gouvernement parallèle. Si vous regardez le gouvernement, vous comprendre que ce pays-là n'est pas capable de gérer par secteur privé et par un gros capitaliste. D'un moment pareil, tu faisais un gouvernement de salut national, un gouvernement qui cause avec tous les différents stakeholders, les syndicats, l'association de plantaires, les éleveurs, les producteurs, les self-employed. Mais ce gouvernement-là peut faire même réa et ça est très très triste. Et quand manière qui ça peut dérouler. Alors, espérons plus grave qui ça peut arriver dans le pays. Est-ce qu'il vous peut dire que l'argent, le capital peut prendre le dessus sur la santé? C'est ce que vous pouvez le dire? Et dans cette tendance-là, comme la dernière fois, je dis bien, nous gagnons la chance. Et je espère qu'au fond de mon cœur, qu'il nous gagne ça la chance-là.
mais moi, il y a une indication qui nous capable, qui nous capable, de ces problèmes qui nous déroulent avec la police, hein, qui gagne un foyer, qui sortit là-bas, pas un foyer, mais un journée contaminé, ça lit dans le service essentiel même, mais imaginez-nous combien de services essentiels qui pas essentiels, qui restent là exposés, et commissaire de la police qui n'est pas capable de prendre une décision qui, comment dire, il prend mesure qui la situation sanitaire pays c'est l'autorité sanitaire. C'est ça qui nous passe d'accord aussi l'année dernière, quand il impose la loi sans qu'il discute comment nous faisons faire passer une deuxième vague. Alors là, nous tous, bis repetita, commissaire donné, permis, comment tu partais, dangereusement. Enfin, sachez que dans le service public, 51 183 personnes sont détentrices d'un Work Access Permit. Qui est le patient zéro de la deuxième vague? Question à laquelle les autorités disent ne détenir aucune réponse, même si Pravin Jagnet avait lui-même dit ceci. Nous trouvons, d'après mon analyse, que le premier cas arrive dans la première semaine février. Puis, hier, la doctoresse Catherine Go a avancé une autre date. L'épidémie était au moins présente à Maurice, effectivement, fin janvier, début février. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas encore là avant. Et du coup, le docteur Vasantrao Gadjador se pose cette question: comment les autorités arrivent-elles à cette conclusion sans connaître l'identité du patient zéro? Il se demande même si le gouvernement ne connaîtrait-il pas son identité sans la dévoiler. Par rapport à le National Communication Committee hier, Dr. Esgo, qui dit que d'après une analyse sérologique qui peut faire, il paraît que l'épidémie là est présente vers la fin janvier et début février. Il est très important, c'est qu'il dire, parce que si nous voulons, il y a un coup qui va une déclaration, les autres personnes qui font. Le ministre Diagatpal, lui-même, il dit que le premier cas est détecté en mars, le 5 mars. Et si nous avons une incubation d'une maladie qui est capable de 5 à 8 jours ou 4 jusqu'à 14 jours, alors il est possible que sa première personne qui est infectée là, puis gagne sa maladie avec quelqu'un, soit vers la fin février. Et d'après la déclaration du Premier ministre, il dit au premier cas, c'est dans la première semaine février. Il est très important ça. Il ne faut pas connaître comment on arrive avec une conclusion comme ça, et qui va un test de faire, et donc qui du monde de faire ça test là. Si nous tenons un virus qui peut circuler en février, comme Mme Go, peut-être c'est une épidémie, nous devons trouver quelque chose à l'époque là. Nous ne trouvons rien. Aucun cas pas fait rapporté dans le flou clinique, ni dans l'hôpital, ni dans une clinique privée. Aucun cas, aucun test qui fait rapporté positif. Donc, ça veut dire... Je ne pas connaître qui manière de finir avec une conclusion comme ça, qui tient l'épidémie en début de février. Mais il y a une seule théorie, si je écoute tout et que je rejoins ce qui Dr. Go dit, c'est qui je te connais qui est le patient zéro et que je ne peux pas dire. C'est ça, c'est ça qui me peut dire, explique-nous comment il arrive à sa conclusion que l'épidémie est présente première semaine février et de janvier et début février. C'était le docteur Vasantrao Gadjador qui intervenait cet après-midi sur Facebook. Autre point abordé avec lui, peut-on songer à mettre un terme au confinement en cours? Plusieurs raisons pourraient motiver une telle réflexion. D'abord, le nombre de vaccinés augmente de jour en jour, les contaminations quotidiennes sont en baisse et puis le virus semble moins virulent. Mais l'ex-chef des services de santé est catégorique. Non, on ne peut pas songer à déconfiner. Voici ses arguments. Normalement, ce qui nous fait, c'est nous attendre 2 fois la incubation period, qui nous prend 14 jours. Si pendant 28 jours, nous n'avons aucun cas dans la communauté, et par rapport à une quantité de tests qu'il nous peut faire dans le flou clinique, par une quantité de tests qu'il nous peut faire par contact tracing, comme le ministre peut dire un random test dans la communauté, si nous ne pouvons pas gagner non rien, dans 28 jours, nous sommes capables de dire OK, là nous sommes capables de dire que le virus n'a pas fait circuler. Mais ces conditions sine qua non, même s'il paraît que cette année le virus est un petit peu plus mal, du moins nous ne pouvons pas tant du monde peut malade, peut mettre sous respiration, etc. Donc, nous devons différencier entre le virus là, les mild, les moins virulents, et la transmissibilité du cas. Parce que si nous finissons 150 cas dans 2 semaines, le 5, aujourd'hui, le 17, dans 2 semaines, nous finissons beaucoup.
dans 2 semaines. Alors, l'IP encore transmet. Alors, nous ne sommes pas capables de dire, nous ne sommes pas capables de décider un déconfinement par rapport à dans le cas mild et symptomatique. L'un qui est dangereux. Si les mild, les asymptomatiques, vous continuez de transmettre dans les communautés sans les connaître les malades. Sans les connaître les malades. Tandis que quand les virulents, quand on a symptômes, nous connaissons exactement combien de gens malades, nous connaissons exactement ce qui peut arriver. Mais quand les asymptomatiques deviennent plus difficiles, pour traquer ça en Dieu. Donc, nous ne besoin pas baisser la garde. Bon, pour l'instant, nous ne besoin pas. Et on termine avec cette information. Un groupe d'avocats songe à contester en Cour suprême la constitutionnalité du formulaire de consentement que doit signer toute personne qui veut se faire vacciner. Ce formulaire et ses clauses dédouanant le gouvernement et ses fournisseurs du vaccin en cas d'accident et même de mort font polémique ces jours-ci. Nous avons appris que ces avocats pourraient se tourner vers la Cour suprême en invoquant les sections 11, 12 et 18 du Code civil. Celle-ci stipule entre autres qu'on ne peut renoncer à la jouissance de ses droits civils et libertés fondamentales. Une actualité à suivre au cours des prochains jours. Voilà, c'est la fin de ce hashtag couvre-feu. N'oubliez pas l'essentiel, portez un masque, lavez-vous les mains et sortez uniquement si c'est essentiel.